Alors maintenant, on va s'intéresser à la dernière étape d'un signal sonore qui est sa perception. Donc on va avoir l'oreille qui va percevoir les signaux sonores, mais on peut aussi avoir un micro, un récepteur qui va capter les ultrasons comme notre TP. Alors contrairement à notre oreille qui ne va pas percevoir toutes les fréquences sonores. Donc sur la page 4, on a ce qu'on appelle le domaine des fréquences des signaux sonores qui vont être audibles par l'oreille humaine, sous-entendu, et qui sont compris entre 20 Hz et 20 kHz. Alors je vous rappelle que 20 kHz, ça fait 20 000 Hz. Donc il y a un grand domaine de fréquences finalement qu'on est capable d'entendre. Donc en dessous de 20 Hz, on va appeler ça le domaine des infrasons. Et au-dessus de 20 kHz, on va appeler ça le domaine des ultrasons. Alors ces valeurs sont des moyennes, elles peuvent évidemment varier d'un individu à un autre, et le domaine de fréquence audible se réduit avec l'âge. C'est-à-dire que les personnes âgées n'entendent plus des sons à 20 kHz, ils vont entendre une fréquence maximale qui va être plus petite, qui va être inférieure. Alors, on peut réduire ça, enfin résumer ça sur un petit axe gradué en fréquence. Donc on a les deux valeurs qui sont à connaître, elles sont en rouge. Donc je peux très bien vous demander en interro ou en DS quelles sont les deux fréquences du domaine audible par l'homme, donc 20 Hz et 20 kHz qui correspond à 20 000 Hz. En dessous, on a les infrasons et au-dessus, on a les ultrasons. Donc on a évidemment certains animaux qui vont entendre ces ultrasons, comme les chiens ou les dauphins, et on a certains animaux qui vont communiquer par infrasons. Donc par exemple, les éléphants vont communiquer sur des très longues distances en tapant le sol avec leurs pattes à une certaine fréquence, et la terre va vibrer avec une fréquence inférieure à 1 Hz par infrason. Et donc il y a des troupeaux d'éléphants situés à une très grande distance qui vont pouvoir entendre certaines informations comme la présence d'un point d'eau ou la présence de prédateurs ou ce genre de choses. Alors, ces signaux sonores vont avoir, une fois qu'on les a perçus, certaines caractéristiques. Donc, on va pouvoir définir la hauteur d'un signal sonore, le timbre et l'intensité sonore d'un signal sonore. Donc, la hauteur d'un signal sonore. Donc, on prend pour exemple la note La qu'on peut jouer sur une guitare, un piano ou n'importe quel instrument. Donc, la note La a une fréquence de 440 Hz. Ça veut dire qu'on a 440 répétitions d'un motif par seconde. Alors, ce motif va correspondre à des vibrations. On a une vibration. Donc, la corde de guitare va réaliser 440 vibrations par seconde qui vont se propager dans l'air. Alors, en musique, la fréquence des notes va caractériser la hauteur de son. C'est-à-dire que on va avoir des notes qui vont être plus ou moins graves ou aiguës, et cette sonorité grave ou aiguë va être liée à la fréquence de la note. Donc en musique, il faut associer la fréquence d'une note à ce qu'on appelle la hauteur du son. Et cette hauteur du son va être repérée par une note de musique. Alors attention à ne pas confondre la hauteur d'un signal sonore. On a l'impression par exemple que j'ai ce signal sonore qui arrive ici, donc c'est la hauteur d'un signal sonore. Non, ça c'est la hauteur d'un enregistrement, c'est la manière de le décrire, mais en réalité ça correspond à une tension qui va être plus ou moins importante. Mais là je parle de la hauteur d'un son. Donc la hauteur d'un son, d'un signal sonore, ça va être sa note, donc grave ou aigu. Alors concrètement, sur un enregistrement, un son grave va avoir une fréquence plus basse, donc ici, donc moins de répétitions par seconde, tandis qu'un son aigu va avoir une fréquence plus élevée, donc plus de répétitions par seconde. Alors on voit bien que la hauteur entre guillemets de la courbe atteint le même niveau. Ce n'est pas une question de hauteur de courbe.
c'est une question de est-ce que les signaux sont plus ou moins serrés les uns sur les autres, hein. Donc le son grave, on a moins de répétition du motif, je répète, donc la fréquence est plus basse qu'un son aigu. Donc ici, la hauteur d'un signal sonore va correspondre à la fréquence. Il faut absolument relier les deux et ne pas confondre avec la hauteur d'une courbe. Donc on a des signaux sonores de faible fréquence qui vont donner des sons graves et des signaux sonores de fréquence élevée qui vont donner des sons aigus. Alors maintenant, le timbre d'un signal sonore. Donc on constate que sur les 3 enregistrements que vous avez sur votre feuille, on a la même note qui est jouée, par exemple la note La. Alors elle va être jouée dans le premier enregistrement sur un diapason, par une flûte et par un violon. Alors on constate que la durée d'un motif ici est à peu près la même. On voit que la distance correspondant à un motif sur la feuille est à peu près la même. Donc si j'ai la même durée pour un motif, j'ai la même période. Et si j'ai la même période, j'ai la même fréquence. Donc c'est bien la même note. Par contre, il y a bien une différence à l'oreille entre ces 3 instruments. On voit bien qu'on entend, enfin, plutôt on entend bien que ce n'est pas le même son. Et cette différence, en fait, elle ne va pas être située sur la fréquence, c'est-à-dire elle ne va pas être située sur la note, mais elle va être située sur l'allure du graphique, en fait, c'est-à-dire l'allure du motif élémentaire de la courbe. Donc pour le diapason, on a un motif parfaitement sinusoïdal, c'est-à-dire que ça fait la fonction mathématique sinus, c'est-à-dire que ça fait des vagues. On voit bien qu'on a des vagues bien dessinées. Alors pour tous les instruments, pour la voix, les motifs sont un peu plus complexes, puisqu'en fait ils sont des combinaisons de différentes sinusoïdes, donc de plusieurs signaux sinusoïdaux qui s'additionnent avec un qui sera majoritaire. Ça, vous verrez ça plus tard. Donc, ils sont un peu plus complexes, mais on retrouve quand même un motif qui se répète malgré tout. Donc, la forme de ce motif va être différente, et c'est ça qui va donner ce qu'on appelle le timbre. Ce qui fait que chacun a une voix différente. Le timbre de la voix va être différent pour chacun d'entre nous. Donc, l'enregistrement sonore de la voix de chacun sera différent. Donc, ici, le son est alors perçu différemment, si je lis le texte, et les instruments sont différenciables à l'oreille. On dit qu'ils ont un timbre différent. Donc, ce qu'il faut associer, c'est le timbre qui est lié à la forme du signal sonore, la forme du graphique représentant le signal sonore. Et ça va correspondre à l'identité sonore d'un instrument de musique ou d'une voix. Ce sera une sorte de carte d'identité du signal sonore. Alors, troisième caractéristique, l'intensité sonore qui va être liée au niveau d'intensité sonore. Donc, l'intensité sonore sur le graphique va être liée à ce qu'on appelle l'amplitude du signal électrique. Et l'amplitude, ça va correspondre à la valeur maximale. Donc, on avait mesuré dans le premier TP la tension maximale, qu'on appelle aussi la valeur maximale, c'est-à-dire la mesure de la tension la plus élevée, donc on part bien de 0, et l'amplitude correspond à une mesure de 0 jusqu'au maximum. Donc l'amplitude ne concerne que le graphique qui représente une tension en fonction du temps, mais cette tension, comme on l'a déjà vu, est proportionnelle à ce qu'on appelle l'intensité du signal sonore. Alors l'intensité du signal sonore, ça va mesurer la force, le volume d'un signal sonore. Donc plus le signal sonore sera fort, plus le volume sera important, plus sur mon graphique l'amplitude sera importante. Donc ici, on a l'intensité sonore qui va être reliée à la force, au volume d'un son. Donc plus l'intensité sonore est élevée, plus l'amplitude du signal sur la courbe est grande. Donc plus la valeur maximale est grande et plus le son perçu à l'oreille, par l'oreille humaine, va être fort. Alors attention de ne pas confondre deux choses. La hauteur d'un signal électrique, alors ce qu'on qualifie de hauteur, en fait c'est une mesure sur le graphique
et ça n'est pas le bon terme. On ne devrait pas dire la hauteur d'un signal électrique, hein. On n'est pas en train de parler d'une montagne. En fait, la hauteur, ça correspond à ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude, c'est la valeur maximale, donc une mesure entre le milieu, donc la graduation 0, jusqu'au maximum. Et il ne faut pas confondre ce qu'on appelle couramment la hauteur, qui n'en est pas une, avec la hauteur d'un son. Donc on l'a vu précédemment, la hauteur d'un son, c'est un son qui peut être grave ou aigu et qui ne va dépendre que de la fréquence du signal sonore. Et ça ne va pas du tout dépendre du volume. On peut avoir un son grave qui va avoir un volume très important et un son aigu avec un volume tout petit ou exactement l'inverse. Alors l'intensité sonore va se noter I comme intensité, comme l'intensité électrique. Alors elle a une unité qui est le watt par mètre carré. Donc ça va être une puissance par unité de surface en fait. Mais donc ça se note comme ça, watt.m-2, mais cette unité n'est pas à connaître. Alors maintenant, on a le niveau d'intensité sonore, noté grand L, qui va être lié à l'intensité sonore, noté I. Alors je sais que les deux grandeurs se ressemblent énormément, que le nom est quasiment le même, mais elles sont liées l'une à l'autre, elles évoluent dans le même sens, mais elles ne sont pas dans la même unité et ne représentent pas tout à fait la même chose. Alors, le problème avec l'intensité sonore, c'est qu'elle va prendre des valeurs sur un intervalle extrêmement large, avec un facteur de 10 puissance 13, donc c'est-à-dire 10 000 milliards entre la limite inférieure, la plus petite valeur, et la limite supérieure. Donc là, vous avez un petit exemple, et encore, évidemment, ça ne va pas jusqu'au maximum. Donc la plus faible valeur ici, c'est 10 puissance moins 12, la plus grande, c'est 10 puissance moins 4. Et alors on voit qu'on augmente, en fait, non pas de manière linéaire, avec comme de l'autre côté, mais on augmente en puissance de 10. Donc je passe de moins 12 à moins 11, moins 10, moins 9. Donc à chaque fois, on multiplie par 10 en montant d'une valeur. Donc ces valeurs vont avoir une amplitude très grande entre la plus petite et la plus grande. Alors en plus, on a un signal sonore avec une intensité sonore qui double, sera perçu plus fort, mais pas 2 fois plus fort par l'oreille. Alors ça veut dire tout simplement que s'il y a quelqu'un en face de vous qui joue du violon par exemple, avec un certain volume, vous allez l'entendre, on va dire à une cinquantaine de décibels, mais si vous avez une deuxième personne qui joue du violon avec la même force, avec le même volume, vous allez l'entendre plus fort bien sûr, mais vous n'allez pas entendre 100 décibels. Parce que si c'était 100 décibels, je vous le dis tout de suite, vos oreilles auraient très mal. Donc on ne va pas avoir les oreilles qui explosent rien qu'avec 2 violons qui jouent en même temps. Sinon, les concerts avec la quantité d'instruments qui jouent seraient tout simplement impossibles à écouter. Donc en réalité, on va entendre que 53 décibels. Donc l'oreille en fait ne va pas réagir de manière proportionnelle à l'intensité sonore. Alors que l'intensité sonore, eh bien, on a 2 instruments, on a 2 fois plus d'intensité sonore, tout simplement. Donc notre échelle ne réagit pas de manière proportionnelle à cette intensité sonore. Donc c'est pour ça qu'on a créé une échelle qui va être adaptée à notre oreille, donc qui va être liée à sa sensibilité et qui va être le niveau d'intensité sonore. Donc le niveau d'intensité sonore, ici, voilà, le niveau d'intensité sonore va augmenter avec l'intensité sonore. Quand l'une augmente, l'autre augmente, mais pas de manière proportionnelle. Donc on n'a pas, quand il y en a une qui est multipliée par 2, l'autre aussi. Alors ce niveau d'intensité sonore, comme je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, donc il va se noter grand L et il va se mesurer en décibels. Alors le décibel a pour symbole dB et pour terminer de compléter, donc ça se mesure avec un sonomètre. Alors le décibel dont vous avez déjà entendu parler, j'en suis sûre, en fait est un multiple. On va reconnaître le déci comme dans décimètre. Et donc c'est un multiple d'une unité de base qui est le
Bel, B-E-L. Mais bizarrement, cette unité, le Bel, n'est jamais utilisée. On utilise toujours son multiple, le décibel. Alors le Bel, B-E-L, vous voyez que dans son symbole, il y a une majuscule. Donc ça veut dire qu'il y a un scientifique derrière. Et ce scientifique, c'est Alexander Graham Bell, donc qui était un scientifique et un ingénieur écossais, naturalisé américain, et qui est surtout connu pour l'invention du téléphone, même s'il y a certaines controverses sur le fait qu'il n'y aurait pas un autre scientifique qui l'aurait découvert avant. Mais enfin. Alors, pour la petite anecdote, hein, il a fait beaucoup de travaux sur la diction, sur l'élocution, sur les appareils auditifs, sur le son, parce que tout simplement sa mère et sa femme étaient sourdes. Donc il parlait la langue des signes et les appareils auditifs ont conduit à l'invention du téléphone. Alors toutefois, il savait que c'était un instrument qui était très intrusif puisque lui-même a refusé d'avoir un téléphone dans son laboratoire puisqu'il considérait que ça perturbait son travail. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc, comme je vous l'ai dit, si une source sonore est 2 fois plus intense, l'intensité sonore est doublée, mais, puisqu'il y a 2 fois plus de volume, entre guillemets, mais le niveau d'intensité sonore qui sera perçu par l'oreille ne sera pas doublé. Il augmentera seulement de 3 décibels, quel que soit le niveau de départ d'ailleurs. Dès que c'est doublé, ça sera plus 3 décibels. Et donc l'oreille ne perçoit pas un son 2 fois plus fort, mais un petit peu plus fort. On peut prendre cet exemple avec n'importe quoi. Vous avez une personne qui vous parle, s'il y en a une deuxième qui vient parler en même temps que la première, alors certes on ne va pas comprendre grand-chose, mais on ne va pas entendre un son qui sera 2 fois plus important au niveau de nos oreilles. Alors voilà l'application, une petite image du sonomètre, et puis une photo de Alexander Graham Bell. Sa femme et sa mère étaient sourdes, donc ce qui l'a encouragé à apprendre à parler aux sourds, donc la langue des signes, et puis à inventer des appareils auditifs. C'était un ingénieur. Alors maintenant, un dernier paragraphe sur les dangers de l'exposition sonore. C'est toujours important de vous rappeler quelques petites évidences, mais qui sont toujours mieux quand on les dit, parce qu'il peut y avoir des vrais dangers. Donc les sons vont présenter des risques à partir de 85 décibels. Donc à partir de 85 décibels, on peut avoir des lésions, on va avoir des conséquences sur si on écoute un son trop fort. Et à partir de 90 décibels, on a des dommages. On a des lésions au niveau de l'oreille qui peuvent être parfois irréversibles. Ça veut dire que tout simplement, on perd de l'audition que l'on ne récupérera jamais. Alors, le souci, c'est que la sensation ne devient douloureuse qu'à partir de 120 décibels. Donc, on commence entre guillemets à être sourd avant de pouvoir s'en rendre compte et avant d'avoir mal. Donc, ça n'est pas parce qu'un son ne vous fait pas saigner les oreilles que ça ne va pas être dangereux à l'écouter. L'absence de douleur ne garantit pas l'absence de danger, loin de là. Donc, on va définir ce qu'on appelle l'exposition sonore. Alors, elle va tenir compte de 2 choses. Il y en a une qui paraît assez évidente, l'exposition sonore, c'est l'exposition au son. Elle va tenir compte du niveau d'intensité sonore qu'on a vu précédemment. Si un son est trop fort, il va être dangereux. Mais on a aussi, et ça on n'y pense pas forcément, la durée d'exposition auquel l'oreille est soumise. Parce qu'on peut très bien entendre un son très fort sans pour autant qu'on ait des dommages irréversibles. Vous pouvez passer dans la rue où il y a des travaux avec un marteau-piqueur, le son va être très fort, et si vous ne faites que passer, et donc vous avez une durée d'exposition qui va être très faible, vous n'allez pas avoir de dommages. Par contre, la personne qui tiendra le marteau-piqueur, elle, normalement, aura un casque anti-bruit parce que sa durée d'exposition, puisqu'elle est sur l'outil, va être beaucoup plus longue. Donc là, la durée d'exposition va jouer. Alors, une exposition très importante, une exposition sonore très importante, qui tient compte de ce niveau et de la durée d'exposition, va évidemment représenter un danger pour l'oreille. Et la conséquence, elle est simple, perte d'audition partielle ou totale
Donc on devient sourd, on perd de l'audition. Alors vous avez différentes échelles qui vont vous montrer les différents niveaux d'intensité sonore qu'on peut obtenir suivant les situations. Donc un chuchotement, un des sons les plus bas, on n'a que du 20 décibels. La cour de récréation, peut-être plus au collège qu'au lycée, 80 décibels. Et le seuil de danger est à 85 décibels. Donc le MP3 à fond, ça c'est quelque chose auquel vous avez tous été confrontés. Vous mettez votre casque avec la musique à fond, et ben c'est au-dessus du seuil de danger. Donc ça peut, à force, vous faire des lésions au niveau de l'oreille, au niveau des cils qui vont vibrer à l'intérieur de votre oreille. Alors un concert en général, surtout si on est près des enceintes, va être au-dessus de ces 85 décibels, un peu au-dessus, même si il y a des normes, il y a des niveaux d'intensité sonore qui ne doivent pas être dépassés. Et un avion en décollage, évidemment, là on est dans les 130 décibels, donc là ça va évidemment être très dangereux, donc on doit impérativement porter un casque anti-bruit, sinon on peut devenir sourd d'un coup. Alors, les dernières diapositives sont un résumé de tout ce qu'il faut savoir. Donc, sur les signaux sonores, donc on a un résumé de la hauteur d'un son qui va être lié à la fréquence du signal. Il faut relier la hauteur et la fréquence. Alors, on prend un son grave, par exemple, de 440 Hz. Si la fréquence est plus grande, le son est plus aigu. Et on voit que les motifs sont plus resserrés les uns sur les autres. Alors, la fréquence est liée à la période par la formule F égale 1 sur T. Ensuite, le timbre va être lié à la forme du graphique, à la forme des différents motifs. Par exemple, on a exactement la même durée d'un motif ici. Alors ici, c'est plus simple de mesurer d'un maximum à un autre. Et pourtant, on voit bien que le motif n'a pas la même forme entre le violon et le hautbois. À l'oreille, on entend que ça n'est pas le même instrument. Et enfin, l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Alors, l'intensité sonore va être liée à l'amplitude du signal, c'est-à-dire à la tension maximale. Donc, on voit que c'est un peu lié à la hauteur, entre guillemets, du graphique, mais il vaut mieux éviter d'employer ce terme, on parle plutôt de l'amplitude du signal. Donc là, c'est lié au volume, tout simplement. Et pour le niveau d'intensité sonore, ça se mesure en décibels, et c'est lié à la perception du son par l'oreille. C'est pour ça qu'on a mis au point cette échelle. Et quand on a une enceinte par rapport à deux enceintes, on n'a pas un niveau d'intensité sonore multiplié par 2, mais qui augmente seulement de 3 décibels. Voilà.